Mais ça démontre une chose, c'est que le système, c'est une des forces du Québec et du Canada aussi, c'est qu'on peut critiquer, on peut voir un tas d'obstacles, d'empêchements, mais le système n'est pas complètement fermé. Si tu te tiens debout, et ça, je dirais que si j'avais, de façon très prétentieuse, je la vis, mais quelque chose à dire à mes compatriotes québécois, là, tenez-vous un peu plus debout. Au-delà des grands soirs, parce que tu sais, la souveraineté, c'est le grand soir, on fait un référendum, tout va se régler, c'est merveilleux. Tu sais, ça marche pas comme ça, les sociétés, tout le temps. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre, vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui vieillit bien. Christian Dufour. Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas vieux du tout. Non, mais tout le monde vieillit. Je fais une blague, je te taquine. C'est une réalité. Il y a des gens qui vieillissent mal. C'est gentil, je prends le compliment. Ils sont impertinents au bout d'un certain moment. Puis d'ailleurs, on le remarque collectivement, fait qu'il pourrait-tu s'en aller, s'il vous plaît. Alors que toi, je ne sais pas, j'oserais même dire qu'il y a certaines des thèses que tu as défendues il y a longtemps qui reprennent un goût du jour, qui reviennent à la surface, qui ressurgissent, puis on se dit « Wow! » À l'époque, ça valait déjà quelque chose. Puis là, l'histoire étant ce qu'elle est, l'actualité te rattrape à chaque fois. Merci beaucoup. Je suis content que tu me dises ça. Moi, je n'ai pas d'explication totale, mais je dirais que je suis un marginal très profondément. Ça paraît peut-être pas parce que les gens qui me connaissent peuvent dire « Ah, il est dans le système », mais je suis très, très, très marginal comme tel. Je suis un peu un late bloomer, comme on dit. Ça a pris du temps, tu sais, mais ça arrive tard parce que je suis quand même j'ai un âge canonique, mais j'apprécie quand même ce que j'ai encore. Un marginal qui accepte le titre aussi, hein? Oui, d'ailleurs, je l'accepte et je regrette qu'aujourd'hui, tout le monde veut être mainstream, si tu permets l'expression. C'est que j'ai écrit une chronique dans la presse, à un moment donné, la fin des marginaux. Je trouve que c'est important d'être marginal, c'est créateur. Les grands artistes, les grands écrivains, les grands créateurs dans l'histoire de l'humanité ont été très, très souvent marginaux. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être mainstream, tout le monde veut être pareil, on veut être traité comme tout le monde. Puis ça s'applique aux gays. Hein. Moi, j'ai une de mes fiertés, mais il ne fallait pas à ce point-là du courage, c'est que j'ai été le coproducteur et le co-animateur, on était 2, de la première émission de radio en français gay dans le monde, à Québec en 79-80. C'était avant le mariage gay, avant le sida. On faisait ça de façon très jubilatoire. Là. Mais à l'époque, on assumait beaucoup notre marginalité. Ben oui. Moi aussi, moi, je suis un marginal. Vous n'étiez pas normaux? Mais non, exactement. Moi, je ne suis pas normal. C'est vrai. Moi, quelque part, les gens qui me connaissent vraiment, je fonctionne, là, puis c'est ça le critère, là, mais quand j'ai une vie quand même assez capotée, là, je veux dire, quand j'étais plus jeune, j'ai été 5 étés de fil en Californie, entre 75 et 80. Je te dirai pas dans le détail tout ce qu'on faisait en Californie entre 75 et 80. Non, mais plus sérieusement, aujourd'hui, il y a une espèce de conformisme. On parle beaucoup de faut respecter les différences, mais la réalité, c'est qu'il y a une espèce d'uniformisation parce que tout le monde veut être pareil jusqu'à un certain point. C'est plastique. On vit à l'ère du plastique. Tout est en plastique, puis on veut être un Tupperware. Donc, on veut pouvoir se ranger dans toutes les Tupperware, puis on ferme l'armoire. On veut être accepté, on veut être intégré, puis il ne faut surtout pas offenser les autres, il ne faut surtout pas déplaire. Mais je ne veux pas trop être mélodramatique, parce que là, ça fait un peu vieux, mais vive la marginalité, parce que ce n'est pas juste négatif. Là, il en faut des marginaux. Puis aussi, il y a un manque d'authenticité à un moment donné de la part de gens qui sont objectivement marginaux, mais qui ne veulent plus l'être. Ils veulent être comme les autres. J'ai reçu Étienne-Alexandre Beauregard, il y a quelques semaines, qui a publié un livre sur l'anticivilisation. Puis dans son livre, il cite une étude fascinante. Dans les années 50, ils ont demandé à des gens aux États-Unis, je pense, est-ce que vous considérez que vous êtes une personne importante? Et 12% seulement des gens disaient, oui, je suis une personne importante. Donc, on devine que les 88% restants estimaient être une personne faisant partie d'un tout, en toute modestie. 30 ans plus tard, c'était 80% des gens qui estimaient être une personne importante
Et ça, c'est il y a 45 ans. Aujourd'hui, 99,9% des gens, normalement, devraient se dire important. S'il y a autant de gens qui se disent important, mais qu'on veut être normal à la fois, je comprends plus rien, finalement. Ça me rappelle, en fait, une vieille émission animée par René Lévesque, le premier ministre péquiste, avant qu'il se lance en politique, qui s'appelait Point de mire. Puis c'était sur la guerre d'Algérie. Ça fait longtemps de ça, c'est vraiment au début des années 60. Et puis, on interviewait des Français dans la rue, en fait, qu'est-ce que vous pensez, en fait, de la guerre d'Algérie? Et c'était fascinant à quel point beaucoup de gens disaient, ben, écoutez, moi, là, je connais pas vraiment beaucoup le dossier, je ne voudrais pas me prononcer, j'ai pas grand-chose à dire. Il y avait une espèce d'humilité de bonne aloi. Je sais pas ce qu'on va. Alors qu'aujourd'hui, tu vas demander aux gens leur opinion sur n'importe quoi, puis ils ont toujours quelque chose à dire. Mais c'est vrai, ils vont dans les manifestations pro-palestiniennes, ils tentent des micros, puis on leur dit, quand vous dites "from the river to the sea", which river, which sea? OK, quand est-ce que la Palestine, Israël est devenu un pays? Puis pourtant, ils sont dans la rue, là. Ils sont politisés, ils sont là pour revendiquer quelque chose. Mais c'est la nouvelle société. Je dois dire que des fois, je pense à ce qu'avait dit Michel Sardou, le chanteur français, le vieux chanteur français, et on lui avait demandé qu'est-ce que vous aimez dans la société d'aujourd'hui. Et il avait dit, je déteste tout. C'est un réac, lui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, là, une journée sur deux, je suis comme Michel Sardou. Une journée, je déteste tout. L'autre journée, je suis de bonne humeur, puis je joue le jeu. Mais je ne te cache pas que dans cette évolution-là, à un moment donné, puis ça, je trahis mon âge quelque part, ce serait facile pour moi, si je me contrôlais pas, de dire, bah, c'est décadent, c'est mauvais, etc. Donc, il faut faire un effort quand même pour rester là, rester pertinent. Puis je peux comprendre aussi que les gens qui deviennent vraiment plus vieux, tu sais, les gens qui disent, bon, ben là, j'ai fait mon temps, puis je me reconnais plus dans la société. Toi, tu es beaucoup trop jeune pour être là-dedans. Mais moi, je comprends ça. Je suis rendu à un âge où je me dis, je joue encore le jeu, puis je suis content d'être là, mais parfois, je me reconnais plus dans la société d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une question d'hygiène, presque? C'est-à-dire, on ne peut pas détester son époque quand il nous reste encore 20 ans, ou 15 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, peu importe quel âge on a. On ne peut pas renoncer au monde, on ne peut pas renoncer à voir le beau là où il y en a, même si on en voit peu. C'est un instinct de survie, en fait. Tant que tu es vivant, il faut que tu sois vivant, il faut que tu joues le jeu jusqu'à un certain point. Mais en même temps, il faut assumer ce que tu es, là, tu sais, de jouer aux jeunes, puis de vouloir être tout pris dans le vent, puis d'être à la mode. Moi, ça ne m'intéresse pas. Puis c'est pas toujours gagnant, de toute façon, parce que ce qui est populaire aujourd'hui, dans 10 ans, ça ne sera pas nécessairement. Puis comme tu as dit au début, je suis content que tu l'aies dit, parce que ça me fait plaisir, je ne te le cacherai pas. Moi, j'ai été porteur de certaines choses il y a quand même longtemps, puis j'avais quand même pas tout à fait tort, je trouve. Tu sais, de toujours suivre le courant, c'est pas toujours gagnant. Bon, on verra tantôt on va en parler un peu si tu avais raison ou tort, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était pas farfelu parce que les thèses que tu défendais, notamment dans le Défi québécois, un livre paru en 89, ça revient là. Puis c'est même des personnes un peu plus jeunes que toi qui en font un cheval de bataille, mais on va y venir tantôt. Tu as parlé de l'Algérie. J'aimerais ça te parler du Maroc parce qu'on s'est parlé il y a quelques semaines, en fait, il y a quelques mois. Et tu t'en allais au Maroc. Puis tu m'as dit, Rémi, on se rappelle quand je reviens. Et tu es resté longtemps là-bas. Qu'est-ce que tu trouves J'ai un chum au Maroc, en fait. Okay. J'ai une relation au Maroc avec quelqu'un depuis longtemps. Là, on a des problèmes, d'ailleurs, sans vouloir rentrer trop dans les détails, parce qu'il y avait un visa pour venir au Canada, puis il a été refoulé à un moment donné de façon terrible à Dorval. Donc là, on essaie de régler ça. Mais moi, le Maroc, au-delà du fait que j'ai une relation avec quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quasiment une deuxième patrie, en fait. Je me suis beaucoup attaché à ce pays-là. Puis je dirais que mon côté, moi, je suis un conservateur à beaucoup d'égards. Je ne me vois pas comme quelqu'un de droite. Ça ne correspond pas à grand-chose pour moi, ces idéologies-là. C'est plus français. Mais le côté conservateur, ça, je l'assume. Et le Maroc, c'est un pays qui est en partie conservateur, qui n'est pas totalement fermé au changement, mais qui est conservateur. Donc, je me reconnais là-dedans, qui est francophone, les gens sont gentils, le climat est bien, le coût de la vie n'est pas élevé. C'est difficile de ne pas détester ça. Puis c'est une bouffée d'air aussi, être au Maroc. Prends un exemple. C'est pas le Moyen-Âge, le Maroc. Hein. C'est pas parfait. Il y a des problèmes de tension au Maroc, d'ailleurs. Hein. Il y a des manifestations, tout ça. Puis, les gens, il y a le TGV entre Casablanca et Tanger. Puis, les gens, il y a des cafés Internet. Les gens ont des ordinateurs. Mais il y a 6-8 mois, je revenais du Maroc, par avion, évidemment. J'arrive à Dorval, je prends l'autobus, le 747, pour arriver à la station de métro Lionel-Groulx. Puis là, en entrant dans la station de métro, j'ai vu tout le monde était scotché sur son téléphone. Tout le monde. Ça m'a tellement angoissé. Je dis, waouh, le Québec, c'est rendu un peu ça. Bon, le Maroc, c'est pas le Moyen-Âge. Il y en a des téléphones, mais c'est une société, je dirais, plus traditionnelle encore, plus conservatrice. Donc, c'est dans ce sens-là, moi, ça me fait du bien
d'être dans cette société. Il y a quand même un équilibre. Aussi, moi, je suis un francophone, c'est très important. C'est quand même une société qui est francophone à beaucoup d'égards. Je demandais d'ailleurs à un moment donné à des Marocains que je connaissais, vous parlez tous arabe. Pourquoi vous parlez français aussi? Tu sais, il y a des pays où ils vont parler plusieurs langues autochtones, donc le français, c'est comme la langue commune. Et je disais toujours, le jeune Marocain m'avait dit, écoutez, le français, c'est notre langue aussi. C'est notre langue. On est propriétaire de notre langue. Une autre anecdote, j'étais à Tanger, on est dans un café un peu baroque, tout ça. Puis il y avait un monsieur à côté de moi, puis il était manifestement pas riche, à un certain âge. Lui manquait des dents, là, vraiment quelqu'un. Puis c'était un professeur. Et puis on commençait à placoter, tout ça. Puis d'ailleurs, les gens fumaient du kiff. C'était vraiment... À Tanger, il y a une partie là, qui est vraiment un peu hors la loi, jusqu'à un certain point. Et puis là, il s'était même parlé de Lautréamont, de Rimbaud, de Baudelaire. Puis ça m'avait beaucoup, beaucoup touché. Parce que je disais, ce gars-là, il n'est pas allé en France. Il n'ira probablement jamais en France. Mais il y a un attachement très, très profond aux Français. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime le Maroc. Le Maroc, je pourrais t'en parler très, très longtemps. C'est juste Tanger, on prend. Mais parlons-en un peu parce que, puis ça serait une question indiscrète si tu ne l'avais pas toi-même dit, mais tu as un chum donc là-bas, donc tu es homosexuel. L'homosexualité au Maroc? L'homosexualité au Maroc, ça touche à quelque chose qui est très différent d'ici. Puis quand je vois des homosexuels que je connais dire oui, au Maroc, les homosexuels ne peuvent pas s'exprimer, puis peuvent être dans la rue, ils ne comprennent pas comment ça marche, en fait. C'est comme le Maroc. Tu as le privé et le public. Bon, en privé, tu as beaucoup de liberté. Mais c'est clair qu'en public, l'homosexualité, c'est illégal, l'homosexualité d'ailleurs, et l'homosexualité ne s'affichera pas. Mais ce que tu fais en privé, si tu ne fais pas exprès, on va te laisser tranquille. C'est comme le kiff, le hashish. Ça fume beaucoup de kiff au Maroc, mais jamais en public. L'endroit à Tanger où j'étais, c'était une exception, puis je m'étais informé, je m'avais dit, comment ça que tout le monde est en train de fumer? Puis le vieux Marocain m'avait dit, écoutez, ça, c'est une tolérance. La police tolère ça parce qu'on est à Tanger, dans la vieille place du centre. Donc, au Maroc, les règles ne sont pas comme ici. Donc, en même temps, c'est une société qui est conservatrice, trop conservatrice, mais en même temps, c'est pas fermé au changement. C'est une monarchie. Moi, je suis un conservateur, donc j'aime les monarchies. D'ailleurs, j'ai appris, mon cher Rémi, que le prince Andrew va renoncer à son titre d'Altesse royale. J'ai appris ça tout à l'heure. Je vais commenter ça en fin de semaine. Donc, c'est intéressant, ça m'intéresse. Donc, comme tu vois, moi, je suis marginal, en fait. Donc, le Maroc, ça fait partie de ma marginalité. Mais comment bon, tu es allé au Maroc à un moment donné par curiosité, j'imagine, parce que pour voyager, comment... Je reste sur la question d'homosexualité, je suis vraiment curieux. S'il y a la sphère privée, la sphère publique, comment les gens homosexuels se rencontrent là-bas? Est-ce qu'il y a des bars homosexuels? Non, il n'y a pas de bar homosexuel, puis l'homosexualité comme telle, les gens ne s'identifient pas comme homosexuels. Il y a certains homosexuels qui vont être très, très typés, qui vont être plus efféminés, entre guillemets. Bon, on va dans les PD. Alors, mais l'homosexualité, non, mais ils vont dire ça, là, ils vont rire d'eux. Tu as le droit de dire ça, toi. Tu as le droit de dire PD. Moi, je n'ai pas le droit de dire PD. Exactement. Mais pour répondre à ta question, moi, au départ, j'ai aimé le Maroc, c'est pas à cause d'une relation. Je suis allé une première fois, je suis tombé un peu amoureux du pays, je trouvais ça intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que les villes sont très, très diversifiées. C'est-à-dire que Marrakech n'a rien à voir avec Fès, avec Agadir, avec Tanger. Tu as un côté berbère. C'est un pays extrêmement riche, tu as le français. La relation avec le français est extrêmement ancienne. C'est pas comme l'Algérie, le voisin, et la relation de l'Algérie avec la France est extrêmement malsaine et foquée. Le Maroc, ils n'ont aucune agressivité à l'égard des Français. Donc, je suis attaché. Mon côté aventurier, mon côté courageux, je me promenais. Petit à petit, le Maroc m'est rentré dans le corps avant même que j'ai une relation comme telle. C'est un pays intéressant. Pas aussi, quelque part, dans le monde arabe. C'est un pays très spécial parce que c'est le pays le plus à l'ouest. Ils sont sur l'Atlantique. Ils n'ont jamais fait partie de l'Empire ottoman. Ça fait une grosse différence. Puis aussi, ils ont une relation, je dirais, plus saine avec l'Occident. Mais je ne suis pas objectif, les gars. Non, mais il n'y a pas la question aussi du désert, là, qui se sont fait reconnaître par la France. Récemment, là, le Sahara occidental. Mais ça, c'est vraiment un conflit qui est pathétique parce qu'au fond, l'Algérie et le Maroc, c'est deux nations sœurs. Mais puis je ne suis pas objectif là-dessus. Non, mais puisque le Maroc a reçu l'attestation de la France, vous l'avez, votre mais désert. l'Algérie ne l'accepte pas du tout, puis ça a déclenché une espèce de réaction très, très, très destructrice. On pourrait parler de l'Algérie aussi. Moi, je connais beaucoup la Tunisie, l'Algérie. J'aurais aimé ça, la Tunisie puis le Maroc, mais je ne suis jamais allé en Algérie parce que la relation de l'Algérie avec la France est très, très intéressante aussi. C'est très malsain parce que c'est à la défense des Algériens, quand la France a colonisé le Maghreb, en Algérie, ils n'ont pas reconnu qu'il y avait une entité algérienne différente. Ils ont détruit les vieilles villes.
Ils n'ont pas respecté ça. Donc, il y a eu un viol, quelque part, de la société algérienne. Puis quand ils sont allés au Maroc et en Tunisie, ils ont tiré les leçons de ça. L'IOT au Maroc a respecté les vieilles villes. Dans les villes du Maroc, tu as toujours la vieille ville, la ville musulmane, puis tu as la nouvelle ville, qui est la nouvelle ville française des années 30. Tu as vraiment les deux sociétés. Et le Maroc et la Tunisie, ce sont des protectorats. Donc, on a respecté le pouvoir local. En Algérie, à la défense des Algériens, ça a été un viol et ça a déclenché une relation d'amour-haine. Les Algériens détestent les Français. Je caricature, Oui, j'exagère, sûr, mais tu ben, comprends ce que je veux dire? C'est que l'Algérie, en fait, a de la haine à l'égard de la France, mais en même temps, c'est comme un amour déçu. Je pense que c'est comme un enfant abusé. Là, tu comprends? Il y a cet aspect-là à leur défense. Et je me souviens, comment il s'appelle? Je perds la mémoire, c'est une question d'âge. Dans le point, le chroniqueur algérien, qui est très, très, très connu, qui Kamel Daoud, Kamel qui disait à un Daoud. moment donné, à l'époque, il était encore en Algérie, il disait, au fond, dans nos discussions, des fois, ce qui nous manque, c'est les pieds noirs. Parce que les pieds noirs, c'était des Algériens. Bon, évidemment, la relation entre les pieds noirs et la population autochtone... Ça aussi, c'est mieux quand c'est un Algérien qui le dit, hein, ça aussi. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que, regarde l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, les Blancs sont restés. Tu sais, parce que les Blancs, c'était quand même des Sud-Africains. Encore là, la relation n'est pas idyllique. Mais c'était bon quand Kamel Daoud disait ce qui nous manque, parce que c'était des Algériens, les pieds noirs. Souvent, d'ailleurs, c'était même pas des Français d'origine, c'était des Espagnols, c'était des Portugais, c'était des Juifs. Tout ça. Mais non, c'est loin. Mais je suis content que tu m'amènes sur ces thèmes-là. Mais moi, je trouve que ça fait du bien. Moi, je suis très québécois, là, c'est évident. Là. C'est quoi le lien alors, justement, parce que on va rester sur la question du Maghreb, puisque tu y retournes souvent, que tu vas y retourner. Quand on revient ici puis qu'on regarde la société québécoise, qu'on nous appelle, on nous dit on veut ton point de vue, qu'est-ce qu'on tire comme apprentissage? Y a-t-il une question aussi de. Je t'ai déjà entendu parler de la virilité de ces sociétés-là. Non, ben la vérité, mais ça, je dirais que si j'avais une critique à faire, parce que je suis quand même lucide par rapport à ces pays-là, c'est qu'ils ont un problème avec les femmes quand même. Je trouve que. Donc, je ne peux pas dire que je célèbre la virilité. Il y a quelqu'un qui dit Dufour aime ça au Maroc parce qu'il est homosexuel, hein, puis c'est plus une société d'hommes. Puis c'est vrai que dans les espaces publics, les hommes sont plus présents, mais ça change. À Casablanca, il y a des cafés, moi, que je connais. Un drôle d'argument, Christian. Celui qui dit que tu t'en vas au Maroc parce que tu es homosexuel, tu as un drôle d'argument. Oui, ben, je pense qu'il y a des endroits qui seraient. Alors, en Israël, ce serait peut-être plus clément pour Non, mais de toute façon, moi, je suis habitué à ce qu'on m'attaque. C'est pas grave. Mais je trouve que, moi, je dirais que l'islam, qui est une grande religion, je l'ai dit récemment, je me suis fait beaucoup attaquer pour ça. Oui, j'ai vu ça. ça. Mais l'islam a des problèmes avec la femme. Comme le catholicisme en avait au départ, là, de toute façon, c'est clair que par rapport à... Donc c'est pas un pays qui est parfait. Mais pourquoi tu dis que j'ai perdu ta question? Non, mais en fait, je me pose la question suivante. Quand on quitte le Québec, oui, souvent, pendant 2-3 mois, qu'on revient, on ne voit pas la société de la même façon. Moi, il y a un voyage qui m'a marqué dans ma vie. C'est l'Asie du Sud-Est. Je suis arrivé dans un endroit où les gens ne faisaient pas leur stop, ça roulait sur les trottoirs et il n'y en avait pas d'accident, il n'y en avait pas j'en ai pas vu, là. Les statistiques probablement me démontreraient que j'ai tort, mais il y avait un ordre dans le désordre. Donc, quand je suis revenu ici, on dirait que les règles, j'ai commencé à les questionner un peu. Ça m'a marqué. Toi, le Maroc, j'imagine que ça t'a marqué. C'est vrai. Quand je suis au Maroc, d'ailleurs, j'essaie de ne pas trop commenter l'actualité québécoise parce que je trouve que c'est un peu facile de le faire. Je ne sais pas, quand je reviens du Maroc au Québec, ce qui me frappe, c'est à quel point le Québec est une société extrêmement privilégiée. Extrêmement privilégiée. J'ai même un regard un peu négatif. Durant la pandémie, ça m'avait beaucoup frappé parce que j'étais à Tanger, je l'ai dit dans d'autres podcasts, mais c'est vrai, je me suis encore de l'hôtel à Tanger où j'étais. Puis, tu sais, à l'époque, là, où c'était vraiment les mesures sanitaires, puis la sécurité. Puis je me souviens d'avoir pensé, je lisais un journal là, sur ma tablette, puis de dire, qu'ils sont peureux. Qu'ils sont peureux. Ça m'avait comme frappé beaucoup, cette affaire-là. Puis quand je reviens, je trouve ce côté enfant gâté. Là. Je peux avoir... Ce qui me séduit du Québec, je ne veux pas juste être négatif, c'est la gentillesse. Je veux dire que dès que tu arrives à l'aéroport, y compris les Québécois issus d'immigration, pas juste les Québécois de souche, il y a une gentillesse au Québec. Je sais que ça peut faire un peu banal, mais c'est pas banal, la gentillesse, qui est très séduisante. Est-ce que c'est une force, la gentillesse? Ah oui, c'est une force. Il y a pas de séduction là-dedans. Évidemment, si c'est poussé trop loin, tu peux devenir un mouton qu'on tombe. Mais il reste que ne sous-estimons pas le pouvoir de séduction de la gentillesse dans les rapports humains. Puis même nos ancêtres, les anciens Canadiens, on leur reconnaissait cette gentillesse-là. C'est une vieille qualité qu'on a. C'est pour ça que quand on essaie de faire passer les Québécois pour des fanatiques, puis des intolérants, puis des rigides, il y a toujours des exceptions. Mais fondamentalement, c'est un peuple gentil. Donc ça, quand je reviens, je trouve que le peuple est gentil. Mais à un moment donné, je trouve que le côté hyper privilégié, je sais que les exceptions, là, les gens qui écoutent, ils vont dire, bon, mais globalement, là, le côté hyper privilégié au nord de l'Amérique du Nord, d'une société bénie des dieux à beaucoup d'égards, c'est un petit paradis, mais en même temps, ce sont les conquis les plus confortables de la planète.
C'est ça le problème. On a un drame, nous, on a un drame collectif, la conquête. De collectivité qui a peur de disparaître, qui est opprimée par le reste du Canada. Hein. Le reste du Canada reconnaît toutes les différences de la galaxie, sauf le Québec. C'est pas un hasard, ça. Donc, il y a une vraie souffrance identitaire au Québec. Mais en même temps, c'est un paradis béni des dieux. C'est ça le paradoxe, en définitive. Il n'y a pas un peu d'ingratitude aussi? Parce que tu dis, dans les Québécois, tu dis on est gentil. J'imagine qu'on se plaint aussi, puisqu'on a quelque chose de... On est privilégié. Puis pourtant, on trouve des moyens de chialer. J'écoutais, ça aussi, c'est frais. Jean Dujardin, il fait une petite controverse en France en ce moment parce qu'il a dit à la télévision que c'était difficile de dire des choses positives sur la France sans se faire traiter de facho, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans une situation, ils sont souvent issus de l'immigration, puis ils disent « Attends, un Français qui fait l'éloge de la France, mais il oublie qu'on a souffert. » Et il a dit, donc d'une part, c'est difficile de dire des choses belles sur nous, et j'ai pensé au Québec à ce moment-là, parce que c'est un peu la même chose. Puis il a dit, les médias aussi nous renvoient toujours à ce qui est laid, alors que quand on prend sa voiture un matin, puis qu'on se promène, on se rend compte que c'est relativement propre, que les gens sont relativement logés, sont relativement vêtus. On n'est pas entouré de misère. Comment on fait pour... Prenons le Québec, là, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il nous arrive pour qu'on réalise collectivement qu'on est chanceux? Ouais, ben, le problème, c'est que c'est pas facile de répondre à ça parce que, quelque part, on est au nord de l'Amérique du Nord. Jusqu'à récemment, on avait tous les avantages d'être nord-américain sans avoir les inconvénients. Là, depuis que Trump est là, mettons, là, qu'on commence à avoir certains inconvénients. Puis moi, je suis très inquiet pour l'avenir. Donc, on est, jusqu'à présent, la géographie nous a beaucoup protégés, les Québécois. Parce qu'on était à l'écart des grands conflits mondiaux. Donc, en même temps, je ne suis pas parce que je veux qu'on souffle, c'est pas ça le point, mais il y a un côté quand même victimaire au Québec, moi, qui me tombe sur les nerfs beaucoup, là, où les gens, des fois, ne se tiennent pas debout parce que c'est un peuple conquis. Donc, à un moment donné, tu te couches, ensuite, tu te plains. Marc Carney, c'est un bon exemple. Hein, on a voté pour Marc Carney, puis il y a des souverainistes qui ont voté pour Marc Carney. Puis c'est la première fois depuis le début des années 60 qu'on votait pour un premier ministre du Canada dont le français n'était pas fonctionnel, tout à fait. Puis là, aujourd'hui, ces temps-ci, il y a des Québécois qui disent « Ah, Carney ne parle pas bien français. » Puis là, on a calculé le nombre de discours qu'il fait. Il y a des Québécois qui l'ont mis là, hein, puis ils le savaient. Hein. C'est très québécois, ça. Non, c'est très québécois. Ça, je ne suis pas du tout québécois. Moi, c'est trop. Moi, je suis très québécois à un certain niveau. Mais à un d'autres niveaux, je me dis, comment faire... Qu'est-ce que je fais ici, en définitive? Peut-être mon côté saguenayen aussi, le côté Chicoutimi. Ouais. Côté Chicoutimi... le royaume. Moi, puis Chicoutimi en particulier. Chicoutimi, on se prenait pour d'autres. Hein. Quand on était jeune, mon frère, chez nous, là, il est décédé, ça fait longtemps, pauvre Pierre-Claude. Lui, là, il tripait tellement sur Chicoutimi, puis il aurait écrit sur Chicoutimi, parce que quand on était jeune, il y avait une mégalomanie. Je veux dire, c'était très ambitieux, Chicoutimi, très compétitif. On avait l'impression qu'on vivait dans une métropole, puis il y avait comme... c'était pas du tout comme le reste du Québec, je trouvais. Puis à l'époque, c'était évident que la souveraineté, il fallait faire la souveraineté, parce qu'on avait été conquis par les Anglais, puis il fallait s'en sortir. Mais après ça, quand j'ai découvert le reste du Québec, puis je m'excuse, je vais avoir l'air méprisant pour le reste du Québec, mais j'ai réalisé que le reste du Québec, c'était pas comme le Saguenay. C'était pas comme Chicoutimi. On était snob en même temps, si jamais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a un esprit saguenéen. Déjà, c'est dans votre sang, puis dans votre généalogie. Vous êtes des défricheurs, vous êtes des aventuriers. Maria Chapdelaine, ça se passe dans le royaume du Saguenay. Mais ça, c'est le royaume. Tu as raison. C'est vrai que le Maria Chapdelaine, c'est très beau, comme le lac Saint-Jean est très, très beau aussi. Mais ça à quoi je fais référence, c'est quelque chose qui n'est pas entièrement sympathique. Un côté comme Chicoutimi, un côté des mondes qui veulent gagner, qui veulent avoir de l'argent, qui veulent avoir du succès. C'est un côté brut. Là. On n'était pas alors que le Québec est plus gentil que ça, plus social-démocrate que ça. C'est un reste de christianisme. D'ailleurs, une chose dont on ne parle jamais assez, là, parce que tu sais à quel point la religion dans les pays occidentaux a été comme un peu dévalorisée, mais que le côté qu'on se préoccupe des autres, au point des fois qu'il y a une haine de soi. Non, tu parlais de la France tantôt, les gens du jardin, de dire que tu aimes la France. Hein? C'est comme si l'ouverture à l'autre, ça obligerait à refuser ce que tu es, à ne pas aimer ce que... tapis. Hein? À se transformer en tapis. Ben, je disais l'article de l'ancien maire de Québec, là, Régis Labaume, sur l'immigration dans la presse il y a quelques jours. Ça m'a beaucoup frappé. Je me dis, comme si tu ne pouvais pas avoir des réserves à l'égard de l'immigration au Québec, puis du fait que ça ne se passe pas totalement bien. Puis là, tout à coup, c'est comme si tu es méchant, puis tu n'es pas correct, puis qui me tue. Il y a un peu de ça là-dedans. Moi, j'ai un chagrin d'amour un peu à son égard. Donc, moi, je trouve que ce qu'on oublie, c'est que une des causes de l'ouverture à l'autre à ce point-là, c'est le christianisme quand même. C'est vraiment l'amour de l'autre. Tu as dit tantôt que tu étais un marginal.
puis qui revendiquait sa marginalité, puis qui voyait même une fierté à le faire, puis il y a un sens à ça. Les marginaux ont un rôle. Il y a un truc qui donne du sens à ce que tu dis. T'es peut-être... Écoute, ça serait peut-être audacieux comme affirmation, mais tu as un titre assez particulier dans les médias. On t'a lu dans la presse. On peut t'entendre à Radio-Canada. Tu as fait LCN. Tu fais le 98.5. Comment tu fais pour te promener partout comme ça? Moi, je sais que je suis barré de Radio-Canada. Je ne travaillerai jamais à Radio-Canada. Ouais, ben là, le système est devenu plus rigide parce que là, c'est vrai qu'à un moment donné, je faisais pas mal, beaucoup d'endroits très, très différents. Mais moi, je ne le dis pas parce que tu aimes ton père que tu n'es pas capable d'aimer ta mère aussi. Et moi, j'ai deux côtés à cause du Saguenay. Là. Ma mère venait de Kenogami, c'était des intellectuels. Vraiment, mon grand-père lisait Sartre, puis c'était des gens qui étaient réservés, qui n'étaient pas du tout médiatiques. Hein. Quand j'ai commencé à faire des médias, il a fallu que je tue ma mère dans ma tête. Parce que pour des gens comme ma mère, c'était comme cheap de faire des médias. On restait réservé. Ah ouais? Donc, le côté, j'ai hérité de la bibliothèque de ma mère. Je dis, mon Dieu, qui était cultivé, maman, je ne le réalisais pas. Puis, c'était pas des gens qui avaient de l'argent à ce point-là. Là. Elle lisait quoi? Elle lisait beaucoup la littérature française de l'entre-deux-guerres, François Mauriac, Sartre, les grands Roger Martin Dugard. Écoute, j'ai hérité de sa bibliothèque. Des fois, je pige par hasard dans sa bibliothèque, puis je trouve des petits bijoux. Les noms m'échappent, là, mais je l'ai découverte après sa mort. Je disais, mon Dieu, je ne réalisais pas que maman était cultivée comme ça. Bon. Et mon père, c'est pas du tout... Mon père, c'est un gars de Chicoutimi. Puis mon père, il lisait pas de livres. Il lisait les journaux. Puis lui, mon père, c'était un peu un déclassé parce qu'on venait d'une famille, sans vouloir rentrer dans les détails, mon père, il avait de belles qualités, mais c'était pas un bon pourvoyeur. Ça fait qu'on a manqué beaucoup, beaucoup d'argent. On était à Chicoutimi. Mon père était frustré parce qu'il regardait ceux qui avaient de l'argent, tout ça. Puis c'était plus de réussir quelque part. Et puis c'est drôle parce que ma mère disait à un moment donné, j'en viens pas que j'ai mis au monde des snobs de Chicoutimi parce qu'elle s'est installée à Chicoutimi, puis nous, on était comme... Donc j'ai ce que je veux dire, c'est que mon côté Kid Kodak, tout ça, je lis, moi, ce côté-là. Ça me vient quand même beaucoup de mon père. Mon côté plus intellectuel, c'est de ma mère. Puis j'aime ça, les deux. Moi, je trouve ça... mais c'est vrai que c'est mon côté marginal. C'est vrai que je suis marginal beaucoup plus que les gens. Je suis content de ne pas le dire. Je suis très marginal, moi. Ben, j'ai un côté un peu fucké, moi, je trouve. Moi, j'aime l'expression punk. Moi, je sais que ça a une signification au plan musical. Ça vient de l'Empire de la Grande-Bretagne. Bon, ça vient avec les tatous, les mosh pits, mais je trouve qu'il faut des punks dans la vie. Il faut des gens qui s'en fichent. Il faut des falardeaux. Il faut des gens qui arrivent mal habillés sur des plateaux, qui fument puis qui contestent les mœurs. Mais il y en a de moins en moins, tu as raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a de moins en moins. C'est une espèce de normalisation. C'est l'envers de la démocratisation. C'est sûr que quand autrefois, il y avait une élite qui peut triper assez fort, hein, bon, quand on regarde l'histoire des démocraties occidentales, alors que la masse, comme aurait dit mon père, là, de façon péjorative d'ailleurs, la masse était moins cultivée, il y avait moins de droits. Là, aujourd'hui, il y a une démocratisation, puis ça, c'est très, très, très bien. Puis on reconnaît que tous les gens ont le droit d'avoir leur part de gâteau, puis d'être ambitieux, puis de réussir. Mais je trouve que c'est allé trop loin, dans la mesure que moi, je crois au talent, je crois au travail. Puis là, je trouve que c'est rendu qu'on voudrait que tout le monde ait le même lot dans la vie, même si on pas nécessairement le talent, même si on n'a pas travaillé à ce point-là. Il y a une espèce d'égalité, de perversion de l'égalité, OK? Je suis content que tu m'amènes ça. Il y a une perversion de l'égalité. C'est ça le problème. Autrement dit, l'égalité, c'est bien... Puis les Français sont beaucoup là-dedans. C'est bien beau, l'égalité, mais tout le monde n'est pas pareil. C'est pas vrai, ça. Il y a des gens qui travaillent, qui ont du talent, puis ils méritent plus. Je trouve que ceux qui travaillent pas du tout, puis qui ont moins de talent, mais on n'admet plus ça. On veut que tout le monde... Puis il y a une espèce... Au Québec, ça, le Québec, ben, pas tout le Québec, mais le Québec, issu de la Révolution tranquille, est très à gauche. Hein, et très, très... Donc là, il y a une espèce de sympathie pour les victimes totalement. Là. Je veux dire, bon, il faut les aider, c'est pas de leur faute, etc. Mais il n'y a pas aussi la question, Christian, une société confortable, c'est une société qui n'a plus besoin de prendre de risques. Parce que les risques, on les prend quand on n'a rien, puis que si on réussit notre coup, on décroche la lune. Mais si tout le monde reçoit sa petite partie de lune, parce qu'on décide de vivre comme ça, je reste sur la question des médias. Ben, ça fait un milieu médiatique très plate parce que tu n'as pas besoin de prendre de risques, tu n'as pas besoin d'épater la galerie. En fait, il faut juste que tu avances dans la bonne direction. Fais attention au vent, puis tu vas être correct. Je suis content que tu abordes ce thème-là parce que je trouve que c'est une société qui est devenue chloroformée. La peur de prendre des risques et le confort. Le confort est devenu très, très, très important. Et ça, on peut le comprendre. Bon, tout le monde aime le confort. Mais le problème, c'est que ce qui va avec ça, c'est une médiocrité. Et ça, c'est à craindre.
Il y a vraiment une médiocrité qui monte, là, parce qu'il n'y a plus de compétition, parce qu'on ne reconnaît pas qu'il y a des gens meilleurs que d'autres, parce qu'on ne valorise pas ça suffisamment. Et on l'a vu lors de l'élection fédérale. Euh, il y a quand même, je ne voudrais pas taper indûment sur trop de monde, là, mais il y a quand même un nombre important de gens de ma génération, beaucoup de baby boomers, qui se disaient souverainistes parfois, pas toujours, mais au moins nationalistes, qui avaient la possibilité de voter pour le Bloc québécois. Puis ça aurait peut-être donné au Bloc québécois la balance du pouvoir, parce qu'ils l'ont raté de peu. Puis on va décarner, par sécurité, par goût du confort, la peur du risque. C'est pour ça que j'ai un petit peu de doute au moment où on se parle là, sur le Québec qui va devenir indépendant, tout ça. Tu sais, je trouve que tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Tu ne peux pas avoir le confort, puis la sécurité, comme on l'a vu lors de la pandémie. Lors de la pandémie, la sécurité est bien, bien importante. Tu fais des choix dans la vie pour les sociétés ou pas. Donc, Je pense qu'on est trop bien pour avoir suffisamment le goût d'aller chercher ce qu'il faut aller chercher. Et ce quelque chose-là, on se refuse même, on refuse d'admettre que ça prend vraiment beaucoup de courage pour aller le chercher. On ne va pas nous le donner. Oui, c'est vrai. Puis c'est clair que quand on voit tous les malheurs du monde au moment où on se parle, le côté tragique de l'histoire s'affirme de plus en plus. Hein. On parle de Gaza, c'est vrai, il n'y a pas juste Gaza, il y a tas de sociétés où ça va très, très mal. Jusqu'à présent, parce que je trouve que je suis quand même assez inquiet, moi, pour le Canada et le Québec dans la relation avec les États-Unis, mais jusqu'à présent, on peut dire qu'on reste un petit paradis. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont dans la pauvreté, je sais qu'il y a une crise du logement, je sais tout ça, là, mais tu comprends ce que je veux dire? On parle des moyennes. Ouais, c'est ça. On parle de moyens. Donc, c'est ça le paradoxe du Québec. Le Québec, c'était conquise. Hein, le Canada est basé sur la conquête du Québec. Puis je crois totalement à ça. Puis on se fait exploiter identitairement. On peut voir l'histoire du Canada comme un lent mais systématique siphonnage de l'identité québécoise par l'identité canadienne. Je sais quand je rédigeais le défi québécois, j'avais 40 ans, j'étais jeune, puis je connaissais personne dans les médias, dans le monde universitaire. Je sais quand j'ai écrit cette phrase-là. On peut voir l'histoire du Canada comme un lent mais systématique siphonnage de l'identité québécoise par l'identité canadienne. Puis je disais, il ne faut pas que tu te trompes, il faut que tu l'exprimes comme il faut. Puis quand j'ai vu, après la publication du livre, cette phrase-là, traduite en anglais dans le Globe and Mail, ça m'a fait beaucoup plaisir. T'avais réussi ton Parce coup. que je m'étais dit, j'avais raison de penser que c'était vrai. Le Canada n'est pas juste ça. Hein? Le Canada, c'est pas juste un enfer pour le Québec. Hein? Moi, je crois vraiment que la conquête a été double et c'est un peu ça notre défi. La conquête a été une conquête avec ce que ça implique d'oppression puis d'exploitation qui continue encore aujourd'hui. On a nourri ce pays-là. Mais même des gens comme Pierre-Éliott Trudeau, c'est des Québécois au départ. C'est ceux qui ont eu un rôle très, très important là-dedans. Mais en même temps, il y a eu une fécondation. Et c'est ça un peu le problème des souverainistes modernes, je trouve, issus de la Révolution tranquille. Qu'est-ce que tu veux dire par fécondation? Ben, c'est-à-dire que une querelle entre des Français et des Anglais au 18e siècle, c'était assez sophistiqué. Tu sais, dans une perspective mondiale, de l'histoire mondiale, c'était pas des Anglais qui sont arrivés, là, c'était pas des barbares totaux. Même à l'égard des Acadiens, il y a eu la déportation des Acadiens, bon, que les Acadiens rappellent encore à bon droit, mais on n'a pas assassiné les Acadiens. Je sais pas ce qu'on pensait qu'il y avait comme, il y avait comme un côté civilisé, malgré tout, dans la conquête. Et ce qu'ils nous ont laissé, c'est comme, ils sont arrivés, je l'explique ils sont arrivés à un moment où on n'avait pas, c'était une nation en émergence, les anciens Canadiens, et quelque part, il y a eu un apport anglais en termes d'institutions politiques. Le plus bel exemple, c'est les institutions politiques. L'Assemblée nationale du Québec, c'est une des plus vieilles assemblées de type Westminster au monde. Ça remonte à 1782. Tout notre système, en fait, institutionnel démocratique est d'origine britannique. Il y a eu un apport britannique qui n'était pas négatif. Même à l'époque de Papineau, tout ça, avant la rébellion de 1837-38, on chantait les louanges des rois anglais, puis on disait heureusement qu'on a été conquis par les Anglais, sinon on aurait été pris avec les Français. On a oublié ça. Mais il y a eu un apport. C'est pour ça que c'est dur de gérer la conquête, parce que comment démêler les deux? Comment démêler? Si tu embrasses, si tu limites à dire, il y a des anglophiles au Québec là, qui aiment les Anglais, à ce moment-là, ils embrassent leurs concurrents puis se font avoir. Puis puis ça, c'est ce que je reproche, moi, aux souverainistes de la Révolution tranquille, il y a une coupure beaucoup trop radicale en 1960. Puis à ce moment-là, tu nies le côté canadien, ambivalent, anglais du Québec et tu t'affaiblis parce qu'une partie de toi, c'est là. Et lors de la dernière élection fédérale, on l'a vu ce côté-là. Les souverainistes qui ont voté Carney, là, c'était éclatant à quel point ce réel-là est réapparu. Donc, pour moi, c'était ça le thème du défi québécois. C'était de dire comment, en fait, le titre du livre, d'ailleurs, c'était pas le défi québécois au départ, c'était pour en finir avec la conquête. C'était ça, mon thème. De dire comment dépasser le côté fucké de la conquête.
oppressant, destructeur. Comment passer à autre chose? Puis c'est Alain Auric, que Dieu ait son âme. C'est vraiment lui qui m'a mis au monde quelque part, qui avait dit, non, M. Dufour, on va l'appeler le défi québécois, le livre en question. Et ce que pour venir à, ça va te mêler un peu pour les gens qui nous écoutent, là, mais ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on est une société de type français. Et comme les Français, quand on fait des révolutions, fussent-elles tranquilles, on a trop tendance à couper avec le passé. Les Français ont fait ça. Tu sais, pour eux, la France, c'est la République, la République, la République. La France existait avant. Là. Tu sais, puis, nous, au Québec, la Révolution tranquille, on a trop renié le Canada français qui avait précédé. Puis je trouve que c'est honteux d'avoir fait ça. Puis c'était des gens valeureux. Puis le Québec canadien-français d'avant 1960, quelque part, était plus fort que le Québec d'aujourd'hui. Puis pas juste démographiquement, mais c'était des colons, en fait. Hein? Puis c'était des gens qui étaient... Je comprends que les dernières années, Duplessis ont été pénibles. Ça, je peux le comprendre très, très bien. Mais je trouve que le Québec moderne est affaibli un peu à cause de ça, parce qu'il y a une profondeur identitaire qui est moins là. Une force d'inertie. C'est la force d'inertie, ça fait pas de bruit, mais c'est important, la force d'inertie. Tu as dit beaucoup de choses, Christian. Oui, c'est ça. Beaucoup. Ouais. Non, mais moi, j'écoute. Tu sais, il y a l'école de Montréal, l'école de Québec, qui portent des regards différents sur la conquête. Je pense que tu es entre les deux. Je pense que tu reconnais que la conquête, c'est une rupture. Michel Brunet parle d'une rupture dans la psyché collective. On devient autre chose. L'impensable. Dans le livre, je dis que la conquête, c'est pas une défaite. C'est beaucoup plus... Mais tu vas loin quand même, parce que tu parles... L'impensable. Tu sais, puis on va pas faire une bataille d'historien, mais tu sais, sur la question de la déportation des Acadiens, tu as dit, on les a pas tués, ça a été... ils ont brûlé des maisons, ils ont séparé des femmes, des mères de leurs enfants. Tu sais, il y a pas quelque chose aussi... Parce que tu disais tantôt, les Québécois se plaignent, les Québécois ont une mentalité de victime, les Québécois sont privilégiés. Mais il y a autre chose aussi. Moi, je pense que si Gilles Proulx, un jour, il faut se souvenir de lui pour une seule affaire, c'est... Gilles Proulx, il nous a répété depuis qu'il a 30 ans, on ne connaît pas notre histoire. Ben, c'est vrai. Et si on la connaissait, on saurait que la conquête, ça a été violent. À beaucoup d'égards. Là. Je veux dire, Lionel Groulx a décrit comment ils ont brûlé Québec. Sous les villages, le long du Saint-Laurent. Non, mais je veux dire, il y a ça aussi. Ah, non, c'est sûr, je ne sais pas comment tu te ranges à travers ça, parce que je te sais suffisamment nuancé et intelligent pour ne pas te dire qu'il faut que je choisisse un camp. Mais on dirait que je t'écoute, puis là, tu t'en vas plus vers l'école de Québec. Là. Juste sur les Acadiens, ce que je voulais juste dire chez les Acadiens, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on voit qu'il y a des conflits encore en 2025, où les gens sont exterminés, sont torturés. Hein, on parle de génocide. Ce que je veux dire, à l'égard des Acadiens, ça a été rough ce qu'on a fait, mais dans une perspective historique, on était au 18e siècle, c'était pas comme bien des horreurs qu'on voit aujourd'hui. C'est juste ça que je veux dire. Je n'énule pas le fait que la guerre a été une vraie guerre de conquête, qu'on a brûlé les villages de Québec, tout ça. Les Anglais n'ont pas été bons avec nous parce que c'était c'était dans leur intérêt. Parce qu'ils étaient, on dit, ils étaient en une infériorité numérique. Donc, ils ne pouvaient pas nous traiter comme de la merde. Tu as raison. Et aussi, l'autre point, quand il y a eu la Révolution américaine, c'est quand les Américains se sont soulevés contre le pouvoir britannique. En fait, le pouvoir britannique a eu besoin des anciens Canadiens. Les anciens Canadiens, c'est nos ancêtres. Hein, c'est ceux qui parlaient français. Et là, ça a été très important. J'en parle dans le livre. C'est que là, les anciens Canadiens qui n'avaient pas d'élite, en fait, c'était des paysans. Là, c'était pas des gens qui avaient des discussions intellectuelles. C'est qu'ils auraient pu, en fait, se joindre aux insurgés américains, qui les ont invités à se joindre à eux. Puis là, les anciens Canadiens ont préféré ne pas le faire. Donc, la force d'inertie, ça, c'est un exemple éclatant de la force d'inertie du Québec. Ils sont restés là. Et c'est en réponse à ça qu'après, le pouvoir britannique, en fait, accordé l'acte de Québec. On est dans les intérêts, dans les rapports de force. Une chose que j'aime pas aussi, c'est le côté de certains intellectuels québécois qui vont voir le Québec comme petit et faible. Moi, je vois pas le Québec comme petit et faible. Je vois le Québec comme grand et puissant. C'est une grande nation, le Québec. Et depuis longtemps, on est quand même la seule création de la France de Louis XIV. C'est la seule tentative de la France à son sommet, historiquement, Louis XIV, de se transplanter ailleurs. Dans l'identité de ces 63 000 paysans-là, qui sont restés en 1760, qui n'avaient pas d'élite, il y avait un potentiel de puissance très, très grand qui explique pourquoi on est encore là aujourd'hui. Hein, parce qu'on ne nous a pas fait de cadeau, le système. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a une ambivalence qui est très profonde parce que les Québécois, c'est les premiers Canadiens. On s'est fait voler notre pays. Il paraît que c'est une des choses les plus dures que de renoncer à son nom.
Moi, je sais, quand je vivais à Québec, j'avais une vieille locataire, en fait, madame, je sais plutôt son nom, Largis, d'ailleurs. Et puis, elle demeurait en haut de ma maison. Puis elle était toute. Puis elle avait gardé la vieille façon de parler. Elle disait les Anglais, nous autres, les Canadiens, eux autres, les Anglais. Elle avait gardé la vieille façon. La vieille appellation canadienne. Puis aussi, quand j'étais dans le processus de rédaction du Défi québécois, à un moment donné, je suis devenu très, très, très pessimiste, alarmiste, comme les péquistes d'aujourd'hui. Et je me disais, on va se faire assimiler, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis là, je tripais sur Jack Kerouac. Puis là, à un moment donné, j'ai sauté dans mon auto. C'est sûr que c'était une nouvelle auto, j'avais appris à conduire tard. Puis là, j'ai dit, je vais aller voir Jack Kerouac. Fait que je suis descendu à Lowell, dans le Massachusetts. C'est là où il est en Nouvelle-Angleterre. C'est là où il avait vécu, Jack Kerouac. Puis c'était très émouvant, en fait, parce qu'il reste des églises, il reste des choses. Et puis quand je suis revenu, ça a changé ma façon de voir, parce que je me suis dit, non, nous autres, on ne se fera pas assimiler parce qu'on n'est pas partis. Eux, ils sont partis. Les Franco-Américains, il y en a beaucoup qui sont partis, puis ils sont restés francophones jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Puis les francophones hors Québec, eux, ils sont... Mais nous, on est toujours restés sur le territoire du Québec. Donc, on peut se faire folkloriser, c'est ça un peu l'enjeu graduellement. Mais on ne se voit pas assimilé, on est un trop gros morceau, etc. C'est ça que je ne partage pas entièrement le pessimisme de mes amis souverainistes aujourd'hui. Mais parlons-en. Donc, je voulais qu'on y arrive vers la fin, donc on va plonger dedans. Tu es un esprit libre, marginal. Au Québec, il y a les fédéralistes puis il y a les souverainistes. Puis il y a Christian Dufour, qui a certains héritiers. Toi, tu dis que tu voterais oui. S'il y avait un référendum, tu ne verrais pas l'intérêt de voter non. Par contre, tu fais partie de ceux, et je veux que tu t'expliques parce que j'ai jamais encore rencontré quelqu'un qui m'a offert une réponse convaincante à ça, mais tu fais partie de ceux qui disent que ça serait la pire des affaires qui pourrait arriver aux Québécois si on perdait un troisième référendum. Ça, c'est parce que tu pars du principe que 82 est le résultat de 80, que la loi sur la clarté, c'est le résultat de 95. Tu pars finalement d'un principe que quand on perd un référendum, il existe juste une sorte de posture, et c'est celle du défait. Mais n'oublies-tu pas qu'en 95, par exemple, si Parizeau reste, c'est pas la même histoire. Si Bouchard le fait, le troisième référendum, en 96 ou en 97, c'est pas la même histoire. N'oublies-tu pas que 82, ou enfin l'homme brisé, le dernier tome de la biographie de l'évêque que lui a consacré Pierre Godin, où on approche du beau risque, c'est plutôt le résultat de 82 que le résultat de 80. Est-ce que c'est pour toi une mathématique que de dire on perd un réféendum, puis c'est l'enfer qui arrive après? Je vais revenir sur ce que tu as dit quand tu dis tu voterais oui s'il y avait un référendum. J'ai déjà entendu le dire, c'est pour ça que je me permets de... Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours eu l'habitude, puis c'est réel. Lorsqu'il y a des élections, je me décide toujours à la dernière minute. Parce que je veux laisser la chance à tout le monde, à tous les candidats. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi les gens tenaient à ce point-là à voter par anticipation. Je trouvais que c'était un manque de continuité, en fait, d'endurance, si tu veux. Donc je vote à la toute fin. Je me décide à la toute fin. C'est même déjà arrivé que j'étais dans l'urne, puis j'hésite encore. Bon, s'il y avait un référendum, ce serait très déchirant pour moi. Je serais en calice s'il y avait un référendum. Surtout si ça... Donc, je voterais peut-être oui, mais je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas comment tu dis. C'est quoi si automatique? Pourquoi tu voterais non? Parce que je ne suis pas rendu là. OK? Puis j'en veux pas de référendum. C'est surtout ça. J'en veux pas de référendum, donc je ne vais pas commencer. Mais s'il est dans ta face. Non, c'est pas dans ma face, c'est pas encore fait. Paul Saint-Pierre Plamondon. Non, s'il est dans ta face, excuse-moi, tu m'as pas compris. S'il est dans ta face, on verra. Non. On verra. On verra. C'est une question hypothétique, on dirait. Tu comprends-tu, là? Moi, je suis très québécois, donc je verrai le contexte, tout ça. Ben, moi, c'est parce que, écoute, moi, ma boussole, c'est le pouvoir québécois. C'est pas le fédéralisme, c'est pas la souveraineté. Je m'en fous un peu, en fait, de ces deux choses-là. C'est des véhicules pour le pouvoir québécois, contrôlés par une majorité francophone. Je veux pas qu'on devienne un groupe ethnique. J'ai horreur de la folklorisation. Je suis un type fier, je suis un type gagnant, puis je trouve que c'est ça ma boussole. Bon. Si un référendum, ben moi, il me semble que c'est une question de sens commun. Là. Je veux dire, je crois au rapport de force en politique. Tu sais, ça marche comme ça. C'est pas de la morale, c'est pas des beaux sentiments, c'est pas de... je vois ça, là, ces temps-ci. Il y avait un article de Sophie Durocher dans le Journal de Montréal, puis dans la presse. Les jeunes sont pour la souveraineté, puis les artistes sont pour la souveraineté. Bon, tant mieux pour eux, mais c'est pas comme ça que ça marche, là, etc. Donc, ce que je trouve, c'est que... on est dans une position déjà très vulnérable au sein du Canada. On n'est pas reconnu pour ce qu'on est. Je le répète, il y a un côté hypocrite du système canadien de garde du Québec, injuste, conquérant. On reconnaît toutes les différences identitaires de la galaxie, sauf le Québec. Si de toi-même, tu t'imposes un autre
exercice, c'est toi-même qui te l'impose. Personne ne t'oblige à faire ça. Là, bon, ou là, tu demandes aux Québécois, d'ailleurs, c'est un exercice qui va diviser le monde. Regarde, moi-même, je te dis que si un référendum, j'ai quand même un doute sur ce que je ferais, là, à quel point ça divise. Moi, je serais torturé. Probablement que je voterais oui, parce que je sais pas. Je ne veux pas commencer à être dans les beaux sens. Peut-être que ma colère serait tellement grande que je ne voterais pas. Mais attends, je vais te reposer ma question, Christian. Ma question, c'est la suivante. Il n'y a pas quelque chose un petit peu d'exagérément mathématique dans l'idée de dire, regarde, là, en 80, on a perdu, voici ce qui nous est arrivé. En 95, on a perdu, voici ce qui nous est arrivé. Voulez-vous de la même affaire la troisième fois? Mais ça ne dépend pas de la posture des hommes. Mais Rémi, est-ce que tu ne trouves pas qu'en 80, on avait l'excuse qu'on ne connaissait pas ce dossier-là? On s'est lancé là-dedans. Moi, toi, tu n'étais pas né, là, mais on s'est lancé là-dedans de façon un peu candide, les Québécois. Parce qu'on a un côté candide, on a un côté bon, en fait. On a un côté très, très gentil. Tu sais, c'est l'envers de... Donc, on ne savait pas. Bon, là, on a vu que perdre, il y avait des conséquences. Bon. En 95, on savait un petit peu plus, mais il reste que ça a été compliqué, le réforme de 95. Il ne faut pas oublier que Lucien Bouchard s'est joint à Parizeau. Ça ne marchait pas au début, Parizeau. Donc, on l'a refait. Puis là, on a vu qu'il y a eu des conséquences très, très, très grandes. Je me souviens d'ailleurs, Lise Bissonnette, qui est l'éditorialiste du Devoir, avait dit, à peu de temps après le référendum, je pense qu'on allait à... Le souvenir est flou, là. Je pense qu'on avait une conférence en Alberta ou en Colombie-Britannique. Puis elle avait dit, puis je ne veux pas trahir sa pensée, que tout compte fait, c'était peut-être mieux qu'on n'ait pas gagné le référendum de 95. On a quasiment gagné, que le reste du Canada comprendrait. Tu comprends ça en voulant dire qu'on a failli y arriver. Puis je trouvais qu'après ça, en tout respect pour elle, qui est quand même une grande intellectuelle, je trouve qu'elle sous-estimait ce que c'était une défaite. Ce genre d'exercice-là, tu gagnes ou tu perds. Mais oui. Puis dans la vie, des fois, tu gagnes ou tu perds. Puis même si tu as failli gagner, tu n'as pas gagné, puis il y a des conséquences. Pour moi, c'est comme mathématiques. Je m'excuse, je ne comprends pas j'embarque pas dans ton affaire. Il me semble que c'est évident. Non, mais alors, nomme-moi les conséquences directes. Je veux des exemples clairs. Donc, prenons 95, c'est plus frais. Je donne un exemple concret, qui rejoint mes thèmes. Moi, au Québec, ces temps-ci, je suis probablement peut-être pas la seule personne, mais en tout cas, une des seules personnes à dire qu'il faudrait revenir avec la société distincte en majorité francophone dans la Constitution. D'ailleurs, je n'ai pas compris, là, dans le projet de Simon-Jolin Barrette de Constitution québécoise, bon, moi, je ne crois pas beaucoup. Là, je trouve que d'écrire les choses, je suis anglais, moi, dans ma tête, en termes d'institution, je trouve que c'est plus fort quand tu n'écris pas les choses. Quand tu écris les choses, tu te limites plus. Mais comment ça fait que le gouvernement de François Legault, qui n'est pas souverainiste, comment ça se fait qu'il n'y a pas une demande formelle au gouvernement fédéral de Marc Carney que le Québec soit reconnu comme une société distincte à majorité francophone? Carney nous est redevable pour une part importante de sa victoire. Quitte à ce qu'ils disent non. Peut-être Carney aurait dit non, mais il me semble comme démarche constitutionnelle de dire, écoutez, là, nous, on est à tout le moins une société distincte à majorité francophone. Moi, je crois que si on va venir à ça, à un moment donné, parce que c'est la réalité, puis ça changerait quelque chose. Ce serait peut-être pas le grand soir, mais il y aurait des conséquences concrètes. Pour répondre à ta question, si Paul Saint-Pierre Plamondon tient son référendum... Mais c'est même pas ça ma question. Ma question, c'est... Non, mais qu'il perd. Non. Ben, en fait, je te parlais de 95, par exemple, parce que tu me dis... il y a des conséquences. Dans la vie, il y a les gagnants, il y a les perdants. Ben oui, tu t'admets les conséquences négatives de 95. Le Canada, avant, il y avait une sympathie pour le Québec très nette dans le reste du Canada. Attends une minute, moi, j'admets pas le portrait de la situation que font souvent les fédéralistes, de dire, ou les nationalistes qui sont perdus dans l'obscurité, qui disent « Ah, vous allez voir ce qui va nous arriver la prochaine fois. Voici ce qui nous est arrivé en 95. » Moi, je te dis que ça dépend de la posture des hommes. Moi, je comprends. Si les hommes restent, il n'arrive pas ce qui arrive en 95. Mais moi, je crois que tu exagères le pouvoir des hommes face à des éléments structurants. Alors, j'attends des réponses. Quels sont les éléments structurants? Je donne mon petit exemple à moi. Moi, je crois que le Québec, étant donné la puissance de la nation québécoise, 8-9 millions de personnes, ça c'est extrêmement privilégié. Quand on se compare aux autres peuples, on a beaucoup de pouvoir. Se faire reconnaître comme société distincte, on a la possibilité si on focalise là-dessus, là, si à un moment donné, comme société, là, pendant un court moment, on disait, c'est ça qu'on veut. Là. Bon. Mais si il y a un référendum qu'on perd, on ne sera plus capable d'avoir ce pouvoir-là. On ne sera plus capable de se faire reconnaître comme société distincte au Canada parce qu'ils ne nous prendront pas au sérieux du tout. Déjà, un des effets terribles du référendum de 95, si moi je l'ai vécu, c'est que toute la bonne volonté à l'égard du Québec dans le reste du Canada, puis il y en avait beaucoup, on a oublié quand il y a eu l'accord du Lac-Meach, pendant très longtemps, il y avait beaucoup d'appui dans le reste du Canada pour l'accord du Lac-Meach, puis il y avait beaucoup d'appui pour la société distincte, puis c'est Pierre-Éliott Trudeau qui l'a tué, l'accord.
C'est vraiment lui qui est sorti de sa retraite pour le tuer. D'accord. Mais là, aujourd'hui, là, entre le Québec et le reste du Canada, il y a une relation au mieux d'indifférence totale, puis au pire d'agressivité, puis de mauvaise foi, puis de méchanceté. Je veux dire, le reste du Canada, le garde du Québec n'est pas correct. Puis comme je te dis, je radote, là, mais il y a une espèce de côté très... manque d'authenticité. Tu sais, le Canada de Trudeau qui se donnait en exemple à la surface de la planète. Nous, on est tolérants, puis on est ouvert à toutes les différences. Wow! La seule vraie différence fondamentale, il n'était pas capable de l'avoir. Le peuple fondateur, c'est nous autres, c'est le Québec. Donc, le Canada a un gros problème. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je crois à ma société distincte, parce que je me dis que ce serait bon pour le Canada aussi. Parce que la force du Québec, actuellement, elle ne joue pas en faveur du Canada. C'est comme si, sous François Legault, il n'est pas souverainiste, mais dans le fond, il ne s'intéressait pas beaucoup au reste du Canada, puis il n'a pas fait grand-chose. Mais pour répondre à ta question, moi, je ne crois pas que c'est juste une question d'hommes. Je suis pas d'accord. Je pense que c'est ce genre d'exercice. Les hommes sont importants, les personnages, les femmes politiques sont importantes, j'en conviens. Mais quand de toi-même, tu t'imposes un exercice comme ça, ben, dans un sens ou dans un autre, si le oui l'emportait, s'il y avait une chance sérieuse que le oui l'emporte, je serais d'accord. OK, attends, mais laisse-moi juste te répondre sur un point. 96-97, le oui est dans le tapis, là, dans les sondages. Si Lucien Bouchard demande la société distincte, il l'a à ce moment-là. Donc, c'est la preuve qu'au lendemain d'une défaite, il y a encore une marge de pouvoir qui existe pour les indépendantistes. Non? Je ne le sais pas. Ça, je t'avoue, je n'ai pas pensé à cette hypothèse-là. Il ne fait pas de référendum en 96, en 97. Il est affecté par la défaite. Lucien Bouchard est sur le déclin. Je parle de sa carrière politique. Il ne fait pas de référendum. S'il demande la société distincte, il l'a. Donc, ça contredit l'idée qu'au lendemain d'une défaite, on perd tout le pouvoir. Si jamais je vais suivre un peu ton raisonnement, c'est vrai qu'après, il y a des gens au Canada anglais qui ont culpabilisé. Il y a des gens lucides aussi. Tu sais, il y a du monde au Canada anglais qui trouvaient que c'était pas correct que la nation fondatrice soit pas là. Puis que c'était comme un coup de cochon qu'on avait fait au Québec. Puis d'ailleurs, tu as remarqué, je pense que c'est Stephen Harper qui avait adopté une loi reconnaissant la nation québécoise. Puis même la société distincte. C'est chrétien, je pense, qui avait adopté quelque chose sur la société distincte. Moi, je crois beaucoup plus à la société distincte qu'à la nation. Hein? Beaucoup, beaucoup. Je sais que la nation, ça fait bien. C'est plus léché. Des émotions, mais comme je dis tout le temps, il y a 63 000 nations autochtones. Fait que ça ne donne pas beaucoup de pouvoir. La société distincte, c'est fret, c'est un cadre, mais il y a des choses qui découlent de ça. Donc peut-être que si Lucien Bouchard avait demandé la reconnaissance de la société distincte, mais constitutionnelle, le problème, c'est que je ne pense pas, pour être franc, je pense tout haut en même temps que je te parle, les gens sortaient de toute une dynamique constitutionnelle qui avait usé tout le monde. Je ne pense pas qu'ils seraient réembarqués dans une autre dynamique constitutionnelle. Je ne crois pas. Il y a un truc aussi qui m'épuise quand je l'entends, puis inquiète-toi pas, je suis capable de continuer de discuter avec quelqu'un qui le dit. C'est de dire, ben, tu sais, le oui est à 38 tu le sens-tu, l'engouement pour la souveraineté? Le oui était à 33 en octobre 94. Lâchez-moi avec ça, là. On n'est même pas durant une campagne électorale. Il n'y avait pas les réseaux sociaux en 95. Ça va devenir viral la prochaine fois. C'est un facteur qu'il faut tenir compte. Hein, il faut en tenir compte. Et les résultats du oui, en ce moment, sont plus impressionnants à 2 ans ou à 3 ans du prochain référendum qu'ils ne l'étaient à 1 an du dernier qui nous a été volé. Oui, c'est vrai que ça a été quand même en partie... Donc, ça veut rien dire, Toi, la différence, c'est que toi, tu as la foi, mon cher Rémi. Tu as la foi. Donc, les gens qui ont la foi, c'est pas la même chose que ceux qui sont un peu sceptiques, comme tel. Donc, moi, je trouve que 35 c'est pas fort. Et je te rappellerai mes objections mes doutes plus fondamentaux. Puis d'ailleurs, je suis pas le seul à les avoir, ces doutes-là, parce que je suis content parce que tu sais que j'ai publié quelques textes dans lesquels je remettais en question la doctrine référendaire. Tout ça. Puis il y a des jeunes souverainistes qui sont entrés en contact avec moi en me disant, vous avez raison. Mm-hmm. Cette doctrine référendaire-là, cette obsession du référendum, c'est dépassé. C'est trop le Québec issu de la Révolution, tranquille. Hein, donc, j'étais content parce que ça rejoignait un peu mes choses. Ça, pourquoi j'ai des doutes? Parce que je pense à tous les souverainistes qui ont voté Carnet. Parce que je pense à la pandémie, où c'était la sécurité. Pour faire un pays, il faut être off, il faut être fort. Ouais. Tu comprends? Le Canada ne nous fera aucun cadeau. Ah, ça, je l'ai souvent dit moi-même. C'est un gros trou bleu au milieu le mapisme, là, dans l'identité canadienne-anglaise. Donc, il faut être solide, il faut être fort. Ma société distincte, mais j'ai tellement hâte que quelqu'un d'autre en parle comme moi. J'ai dit à Louis Sorbonny, mon complice, parce qu'on travaille, qui est un souverainiste, d'ailleurs, c'est vrai, un souverainiste. J'ai dit, Louis, si à un moment donné, il y a quelqu'un, même si c'est au Yukon, qui se met à parler de la société distincte, on va avoir gagné quelque chose. Mais il faut qu'il y ait des gens qui tiennent le flambeau. moi, je trouve que c'est l'héritage de Robert Bourassa. Et puis, ce que j'aimerais, c'est
qu'on garde qu'on garde, on l'a ce pouvoir-là d'imposer la société distincte, on l'a. On ne focalise pas là-dessus. Je ne veux pas qu'on le perde, c'est ça un peu Non, je comprends. Puis je ne veux pas non plus, je sais que moi je suis vieux, toi tu es jeune. Beaucoup de gens m'attaquent, je peux le comprendre, je l'accepte, là, parce que je suis quand même très médiatisé. Mais ce qu'ils vont, les attaques qui vont dire ça, ils vont laisser-nous rêver. On a le droit de rêver, nous aussi. Puis ça me semble être très révélateur. Vous avez fait votre trip, vous autres, hein, les bébés boomers, vous avez eu vos référendums. Nous, on a le droit de rêver aussi. Je trouve ça une grande tristesse, les gens qui disent ça. Je les comprends, mais je comprends. Quand Lucien Bouchard a fait sa sortie, il faut dire que c'était très raté, sa sortie, parce que de combiner une sortie qui, pour l'essentiel, était quand même juste avec le fait qu'il était le défenseur des intérêts des médecins spécialistes. Bon, c'était pas très sympathique. Non, puis moi, je trouve qu'il aurait été mieux de séparer les deux. Mais c'est clair que les gens de ta génération, qui ont une aspiration à la souveraineté, le Québec, c'est une nation, incontestablement. Puis c'est une nation opprimée, incontestablement. Qui a une pulsion souverainiste, entre autres chez les jeunes, c'est dans la nature des choses. Oui. Mais attends, je vais t'interrompre, Christian, parce que sinon, ma réponse, ça va être rendue passée date dans quelques instants. Tu m'as dit que j'avais la foi, j'ai souri, parce que c'est-à-dire que la foi, c'est de reposer tous nos espoirs sur le hasard ou sur des circonstances, des conjonctures floues qui, par miracle, se croiseraient. Je te donne des chiffres. Je te dis, à 1 an du référendum de 95, le oui était plus bas qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est un fait. C'est quasiment de la science. C'est de l'histoire, en fait. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Donc, je ne suis pas en train de te dire, écoute, tel artiste va sortir à 2 jours du référendum, puis ça va tout changer. Là, on serait dans la foi. Donc, je sais que ce n'est pas une insulte que tu m'envoies, mais je pense que c'est, en tout respect pour moi-même, je pense que ma pensée n'est pas une pensée pieuse et religieuse. Donc, je suis d'accord. Quand j'ai de la foi, ce n'était pas une insulte, parce qu'il faut avoir des gens qui croient aux choses. Mais ce que j'aime pas dans le processus actuel, c'est pourquoi je suis sorti essentiellement, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon fait de son engagement de tenir un référendum quelque chose de total. Puis ça, je trouvais que c'était maladroit, parce que je trouvais qu'un homme d'État ne donne pas toute l'information à l'adversaire. C'est pas nécessaire de le dire à l'avance, là. Puis deuxièmement, il ne faut pas que tu te peintures dans le coin comme ça. Mais qu'est-ce qu'il dit d'avance, à part qu'il va tenir un référendum dans un premier mandat? Le faire. Il est coincé, d'ailleurs, c'est déjà fait. Il est coincé parce que je vois qu'autour de lui, il y a beaucoup de monde boosté, là. Il y a une espèce de montée souverainisme, on veut l'avoir, notre pays. Puis là, s'il renonce à ça, il risque de perdre sa crédibilité. Mais il n'a qu'à pas renoncer. Moi, d'accord, mais c'est parce qu'à un moment donné, si ça devient évident qu'il ne gagnera pas ce référendum, est-ce qu'il va le tenir juste parce qu'il veut garder son petit personnage? Mais non, il va devoir prendre les bouchées doubles durant la campagne. Puis aussi, l'autre point qui est vraiment inquiétant, c'est le côté désespéré. Beaucoup de gens vont dire ne pas tenir le référendum, c'est le perdre. Hein? Puis aussi, les chiffres sont là. Avec l'immigration, puis les nouveaux Québécois, c'est la dernière chance qu'on a de le gagner. On entend beaucoup ça. Puis ça, le désespoir, c'est toujours un mauvais conseil. C'est évident que c'est toujours un mauvais conseiller. Je trouve que ça ne marche pas comme ça, les nations. Le Québec, là, moi, je vais être mort, puis toi, tu es tout jeune, je souhaite que tu vives très longtemps, là, mais toi aussi, tu vas être mort, puis le Québec va être encore là. J'ai pas de doute, moi, à cet égard-là. Je trouve que chez les nationalistes issus de la Révolution tranquille, il y a une panique, puis il y a une prétention aussi. C'est comme si le Québec, c'est eux. Quel Québec ils vont laisser, si, mettons, le référendum se tient, j'espère. Moi, ce que j'espère, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon va être homme d'État, un vrai homme d'État, au-dessus de la mêlée, puis s'il garde quelque part la possibilité de ne pas le tenir. J'espère. Sinon, je trouve que c'est un irresponsable, dangereux. Vraiment très, très dangereux pour le Québec. Là. Puis, mais j'espère qu'il va être capable de s'élever. Si à un moment donné, c'est évident qu'il court vers l'échec, j'avais choisi qu'il va nous amener toute la gang vers un troisième échec. Mais alors que Parizeau, à qui on ne pourrait pas reprocher d'avoir été irresponsable, en tout cas pas avant, parce que là, je ne sais pas ce que tu penses de son discours de défaite. Je suis un peu tanné d'en entendre parler parce que finalement, je veux dire, il avait raison. Je m'excuse, là, mais il avait raison. C'était peut-être pas le bon timing, mais il avait raison. Donc, on ne va pas lui enlever le fait d'avoir dit quelque chose de vrai, là, quand même. On n'est quand même pas à ce point-là plein de marde. Parizeau, quand il décide d'aller de l'avant avec son référendum, les chiffres sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Donc, si tu dis que Plamondon lance la troisième campagne référendaire et qu'on est à 38, 39, donc à 12, 13 de le perdre, en fait à 12, 13 de le gagner, tu ne mises pas encore sur l'élan qui se crée naturellement dans une troisième campagne référendaire. Tu t'as oublié ça? C'est-à-dire juste, Parizeau, tu parles de Parizeau. Ouais. Moi, Parizeau, c'est quelqu'un pour qui j'avais du respect, mais franchement, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il ne suffit pas d'avoir raison, il faut avoir raison au bon moment. Là. Puis c'est clair que de dire ça la soirée de la défaite référendaire, c'est une énorme erreur. Mauvais timing. C'est bien beau, là. Mais c'était vrai ce qu'il disait. C'était vrai, non, mais en politique internationale, il ne suffit pas d'avoir raison. Ouais. Des fois, il faut mentir, mon cher.
Hein. non, Mais les Québécois ne veulent pas mentir. Les Québécois, c'est des gens bons, puis des gens francs, puis des gens honnêtes. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est ça son personnage. Mais c'est pour ça que je t'ai dit tantôt, puis tu m'as dit que c'était une qualité. C'est-à-dire que c'est une qualité jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que la gente prend la... OK, là, c'est bon la discussion avec toi. La gentillesse des Québécois, c'est vrai que c'est séduisant, puis il y a des aspects positifs qui découlent de ça, même pour attirer une partie de l'immigration, c'est clair. Moi, j'étais allé à Paris il y a très longtemps, puis j'étais à l'époque des clubs vidéo. Là. Puis là, je l'ai payé, puis j'étais pressé. Puis il dit, vous êtes du Québec? Je dis, oui, oui. Puis là, je ne vais pas trop parler au gars. Puis le gars, il dit, écoutez, je suis allé à Montréal il n'y a pas longtemps. Je dois juste vous dire, là, à Montréal, là, c'est pas pareil, les relations humaines. C'est vraiment unique, ce que vous avez. Puis ça m'avait touché parce que j'ai vu à quel point ça l'avait. Donc, c'est très vrai. Mais sauf qu'à un moment donné, c'est comme toujours, je dirais que c'est l'atavisme de la conquête. On est un peuple conquis, on est vraiment conquis. Et quelque part, à un moment donné, la gentillesse devient abdication, devient mollesse. Moi, j'ai fait une tribune téléphonique il y a une semaine sur le français de Carnet, de Marc Carnet, à une station de radio que je ne te nommerai pas. Puis les gens appelaient. Et moi, j'ai été déprimé pendant une journée, Rémi. Parce que moi, je disais, c'est bien beau, il est premier ministre du Canada. Là, hein? Il savait depuis longtemps qu'il y avait des chances sérieuses d'être premier ministre. C'est un type intelligent. Il n'a pas pris les mesures nécessaires pour que son français soit à tout le moins fonctionnel, etc. Puis les gens appelaient, écoutez, il faut être compréhensif. Il fait des efforts, c'est ça qui est important. T'es pas sérieux. Moi, je n'en revenais pas. Je me disais, qui sont conquis, qui sont moutons. Puis je me suis contrôlé pour pas trop taper. Là. Mais je me dis, il y a ça au Québec aussi. C'est l'envers de la gentillesse. T'sais. Et c'est ce côté-là qu'on n'a pas été... Moi, je prétends que l'échec du Québec, là, c'est pas de ne pas avoir été souverain. Parce que les Québécois ne la voulaient pas à ce point-là, la souveraineté. Les Québécois, quelque part, ils sont Canadiens. Là. Il y a un côté canadien encore au Québec. C'est de ne pas avoir été capable de dépasser le côté négatif de la conquête. C'est de ne pas avoir été capable de changer la relation avec le reste du Canada. C'est ça l'échec du Québec. C'était ça notre but. Moi j'ai l'âge, je m'en souviens, la Révolution tranquille, au départ, c'était pas souverainiste du tout. On voulait s'affirmer, on voulait être fort. Puis c'était fort, le Québec, à l'époque. C'était vraiment... Puis il y a eu un échec collectif terrible là-dedans. Parce que ça a dérapé. Puis je trouve que c'est comme si, en fait, le dossier a été confisqué par les souverainistes de façon exagérée. Puis qui sont mis à triper, là, puis à rêver à ça. Puis ils ont perdu contact avec le Québec profond, avec le monde ordinaire. Tu comprends? Puis le Québec canadien-français d'avant. Moi, une chose pour laquelle je suis très dur, je trouve le Québec de la Révolution tranquille, pour qui se prenait-il pour avoir renié à ce point-là les gens d'avant? Le Canada français. Oui, le Canada français. Écoute, le Canada français, c'est pas juste Duplessis, là. C'était très, très, très longtemps. Donc, ce que je veux dire, c'est que la souveraineté, les jeunes qui viennent à moi, certains, là, eux, ce qui contestent, c'est l'obsession du référendum. Ils disent qu'il faut tenir compte de la réalité de l'identité québécoise qui est plus complexe que les souverainistes veulent l'admettre. Il y a des gens qui me disent, le problème des péquistes, c'est qu'ils n'ont pas le bon peuple. Ils n'ont pas le bon peuple. Beau, là, les théories. Ça, c'est une formule que tu as répétée beaucoup il y a 2-3 ans. Ça m'est resté dans la tête. C'est pas parce que je trouve que tu as raison, mais c'est une formule forte. C'est fracassant. C'est fracassant. C'est parce que aussi, je trouve que peut-être un peu, c'est que le peuple québécois est plus ambivalent, est plus canadien, est plus complexe. Puis ça s'explique. C'est pas juste parce que ce sont de pathétiques moutons. Il y a ça un peu. On l'est tous. Il y a un côté, il y a un atavisme de conquête. Mais c'est aussi parce qu'il y a le passé, il y a l'histoire. Moi, je crois beaucoup à l'histoire. Je suis un conservateur. Puis je trouve que l'histoire est prégnante. On est une vieille nation. Ça fait 400 ans qu'on est là. Puis la force d'inertie, les choses silencieuses sont encore là. Et la dernière élection, je m'excuse de me répéter, mais les souverainistes qui ont voté Carnet, c'est ça qu'ils ont exprimé. En voulant dire... parce qu'on est revenu, au fond, Trump, les menaces de Trump nous ont ramenés dans les années 1860, quand le pouvoir britannique a décidé de fédérer les colonies britanniques pour résister au pouvoir américain, qui était à l'époque très, très menaçant. Donc, ça a réveillé ça. Ça a réveillé un côté canadien, y compris, excuse-moi, au Québec. Non, donc, autrement dit, je dis pas que la souveraineté, puis c'est pas moi qui décide, là. Puis moi, c'est juste... moi, ce que j'aime pas... Moi, j'aime pas le côté loser. C'est ça que j'aime pas. Moi, je suis un gagnant dans la mesure où on peut gagner. Je sais que dans la vie, tout n'est pas juste gagner. Là, mais quand on peut gagner, il faut gagner. Peut-être que je suis pas sûr que ce soit très gagnant. Non, je comprends. Mais je comprends d'où tu parles, l'angle que tu prends, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui sont souverainistes qui sont des gagnants. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent qui livrent la marchandise, puis qui nous convainquent. Exactement. Aussi, et là où je te donne raison, Christian, là où je te donne entièrement raison, et à chaque fois que je rencontre un souverainiste, je lui dis, hors onde ou en onde, il y a quelque chose qui manque dans votre stratégie. Ça manque de chiens. Ça manque de mordants. Il vous manque des goons dans votre équipe. Et aussi, je suis content que ça, mais aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais si à un moment donné, le réel a ses droits, si à un moment donné, Paul Saint-Pierre Plamondon prend le pouvoir,
Puis si ça devient pas mal évident qu'il va vers la catastrophe, j'espère que tu espères qu'il ne tiendra pas. Ben non, pas du tout. Hein? On en a parlé déjà. Je t'ai dit que Non, mais ça m'effraierait pas que au début de la campagne référendaire, on soit à 35-36 %. Je sais qu'est-ce qui s'est passé en 95. Mais moi, je crains le côté boosté. J'achète pas cette mathématique-là, tu comprends? Oui, mais moi, je crains le côté, parce que je crains le côté boosté. Je vois ça autour de moi. Là. Les gens de bonne foi, là, mais qui sont comme... Là, ils sont décollés. Là. Ben, c'est ça, faire un pays. Ça prend pas du monde qui font leur sudoku le matin. Là, ça prend. Moi, je suis je comprends. un vieux sceptique. Cela dit, c'est pas un rôle totalement agréable, parce que moi, je suis comme comment on appelle ça, là, un prophète de malheur. Oui, on dirait bien. On n'érige pas des statues aux prophètes de malheur. Non. Parce que je serais conscient de ça. Mais il en faut, hein. Des gens qui disent non, c'est ça. Non, mais tu as une utilité. Tu as une utilité, Christian. Puis je veux dire, je savais un peu où on s'en irait aujourd'hui. Je veux dire, je n'ai pas mêlé un étonnement. Avant qu'on arrête. C'est pas déjà fini? Ben, écoute. Je fais des blagues, je ris de toi. Oui. Ben, non, mais c'est pas déjà terminé. Non, je te remercie beaucoup d'ailleurs de m'avoir. Non, mais c'est pas terminé. Avant qu'on termine, j'aimerais. Parce que tu n'as pas nommé ton âge. Tu as 71 ans? Je sais pas si c'est épouvantable. Moi, je suis comme une femme, une vieille coquette. Tu sais, autrefois, les vieilles coquettes, elles ne le disaient pas leur âge. Ben écoute, puisque tu es implacable avec moi, écoute, moi, dans ma vie, ça va assez bien, mais il y a juste un drame qui approche. Dans quelques jours, j'aurai 76 ans. 76 ans? J'ai 76 ans. 76. Je suis en veux de m'obliger à dire ça, mais c'est la réalité. Il faut assumer ce qu'on est. Et, non, mais c'est parce que tu ne fais pas tes 76 ans. Je sais, mais je dis pareil. Je ne sais pas si je ne fais pas. Là, merci mon père, parce que mon père avait une hérédité comme ça. Mais à 76 ans, tu n'as pas la même vision de la vie. Hein. C'est pas pareil, hein, vraiment. Qu'est-ce que tu veux accomplir avant le début de l'autre chose? Ben, accomplir, écoute, je ne veux pas être trop prétentieux, imbu de moi-même. La chose dont je suis objectivement fier, je suis content que tu me donnes l'occasion de le dire, c'est d'avoir contribué substantiellement à empêcher la réforme du mode de scrutin. Ça, je suis très, très fier de ça. La proportionnelle qui était sur la Parce que moi, je crois au pouvoir québécois, je crois à la force d'inertie. C'est un exemple éclatant de la force d'inertie. On n'est pas indépendant, on n'est même pas société distincte, mais on a un gouvernement québécois qui a des vrais pouvoirs. Dans un régime fédéral, il y a une souveraineté, c'est beau d'être misérabiliste, là, mais il y a une souveraineté du Québec dans ses champs de compétences provinciaux. Puis on a un mode de scrutin qui favorise objectivement la majorité francophone, alors que des gens en face, qui étaient la porte du temps des souverainistes, d'ailleurs, voulaient nous embarquer dans une proportionnelle qui aurait diminué le pouvoir de la majorité. Donc ça, c'est ma plus grande fierté sur le plan de mon action politique. Puis là, ben écoute, là, ce que je fais actuellement... comment je ferais? Le côté négatif de mes interventions, à un moment donné, ça me tombe un peu sur les nerfs moi-même. Tu sais, je suis contre le référendum obligatoire, c'est clair. La Constitution écrite de Simon-Jolin Barrette, je suis contre aussi. Louis Sorbonne, mon ami, me disait, le problème, Christian, t'es contre. Je suis pour la société distincte, en tout cas. Ça j'y crois vraiment beaucoup. Puis je tiens le flambeau, je suis un des seuls à l'avoir dit. Mais pour le reste, réussir, c'est très relatif, les réussites. Hein, vraiment. Là, j'ai dit accomplir. Donc, ça veut juste dire produire, créer. Y a-tu quelque chose? Ben, je stimule le débat, puis... mais la réforme du mode de scrutin, c'est vraiment ça, je suis quand même fier de ça, parce que ça a été mon combat. C'est pour nous gagner. C'est ça, c'est mon côté gagnant comme contre Charbonneau. Mais c'est vrai que j'espère que les gens vont se mettre à le reconnaître davantage, parce qu'à un moment donné, tout le monde promettait cette réforme-là. Puis les partis arrivés au pouvoir ne passaient pas à l'action. Puis là, on se disait, ils ont menti, mais parce qu'en réalité, c'était une mauvaise idée. Puis il fallait que des gens... C'est ça. Puis je trouve c'était un sujet plate un peu. Hein? Honnêtement, je trouvais que c'était un sujet plate. Oui, c'est technique. Tu t'es imposé cet exercice-là. C'est ma formation de départ. Moi, je suis quand même au départ fonctionnaire. J'ai été dans les domaines des relations fédérales provinciales. Mais ça démontre une chose, c'est que le système, c'est une des forces du Québec et du Canada aussi. C'est qu'on peut critiquer, on peut voir un tas d'obstacles, d'empêchants, mais le système n'est pas complètement fermé. Si tu te tiens debout, et ça, je dirais que si j'avais... de façon très prétentieuse, je la vis, mais quelque chose à dire à mes compatriotes québécois, là, tenez-vous un peu plus debout. Au-delà des grands soirs, parce que c'est la souveraineté, c'est le grand soir, on fait un référendum, tout va se régler, c'est merveilleux. Tu sais, ça ne marche pas comme ça, les sociétés, tout le temps. Je trouve qu'il faut se tenir un peu plus debout. Tu sais, quand tu es en Montréal, c'est ainsi à Montréal, c'est plus difficile de se faire servir en français. Je ne sais pas si tu as remarqué, on sent les conséquences du chemin Roxham, puis de l'immigration qu'on n'a pas contrôlée. Ben là, tu insistes un peu pour qu'ils te parlent en français, puis ils vont te parler en français. Moi, ça me frappe. J'ai eu beaucoup d'expériences récemment. Les gens très, très gentils
parles anglais. Là, tu dis, je pourrais parler français. Puis là, il parle français, pas de façon totalement bien, mais il parle aussi français. Se tenir un peu plus debout. C'est parce que parce que dans le fond, à l'âge que j'ai là, j'en fais peut-être pas beaucoup de podcasts comme ça. Ça, c'est une chose qui manque au Québec. C'est qu'on se couche, on se plaint après. Merci beaucoup, Christian Dufour. S'il y a un troisième référendum, on va s'en reparler. Bien sûr. Et le souhait que tu as exprimé à l'endroit de la posture de Paul Saint-Pierre Plamondon, j'espère, et je m'autorise pas le dernier mot, je te le laisserai répondre à ce que je m'apprête à dire, mais j'espère que la sagesse que tu espères chez lui, tu serais capable de te l'imposer à toi-même. C'est-à-dire que si tu vois que le peuple québécois est sur le point de se dire oui... Ben, c'est sûr que si je vois que le peuple québécois est sur le point de se dire oui, je vais voter oui. Est-ce que tu peux en douter? Non. Merci beaucoup, Christian Dufour. Ça me fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là. Si vous aimez ce qu'on fait, c'est très simple. Vous en parlez, le bouche à oreille, ça fonctionne encore de façon superbe. Sinon, vous pouvez vous abonner. Il y a 2 options qui s'offrent à vous, Patreon et YouTube. Vous descendez comme ça, vous pesez sur rejoindre, se joindre. Ça nous aide à vous offrir du contenu de qualité. À mardi prochain.